Dans l'ombre des réverbères parisiens, une injustice éclate, défiant l'honneur de la France. Sous la lumière pâle des réverbères parisiens, les ombres s'étiraient comme des spectres sur l'asphalte humide. Le crépuscule enveloppait la capitale d'un voile gris, où les bruits de la ville semblaient s'étouffer dans une brume épaisse. Le centre de conférence militaire, niché près de la Seine, se dressait tel un monolithe silencieux. Les portes vitrées, lourdes et imposantes, reflétaient les dernières lueurs du jour. À l'intérieur, des officiers en costumes impeccables échangeaient des saluts brefs, leurs voix résonnant dans les couloirs froids. Général Antoine Dubois, 4 étoiles au firmament de l'armée française, franchit le seuil. Sa silhouette, droite comme un chêne, portait le poids d'une carrière forgée dans les déserts arides et les salles feutrées du ministère de la Défense. Pas d'insigne rutilant, pas de médaille clinquante, juste un manteau noir, sobre, sur un costume taillé au millimètre, et une mallette fine sous le bras. Chaque pas était mesuré, chaque geste précis. Il n'avait besoin d'aucun apparat. Sa présence suffisait. Les jeunes officiers, regroupés près d'une fontaine à eau, cessèrent de leur bavardage. Leurs regards, d'abord curieux, se firent respectueux. Certains redressèrent l'échine, comme par réflexe. Général Dubois, murmura l'un d'eux, un lieutenant aux joues encore juvéniles. Antoine inclina légèrement la tête, un salut discret, presque imperceptible, avant de poursuivre. Il n'aimait pas les éloges. Les honneurs, il les laissait aux autres. Dans sa mallette, des dossiers confidentiels. Dans son esprit, des souvenirs de champs de bataille, de décisions lourdes, de camarades tombés. Il avançait, impassible, vers le parking presque désert. Une brise légère agitait les branches d'un vieux platane, projetant des ombres dansantes sur le bitume. Une Renault noire, discrète mais robuste, l'attendait au coin du lot. Antoine posa la mallette sur le siège passager, s'installa au volant. Un rituel immuable suivit. Il vérifia le tableau de bord, ses doigts effleurant un bouton dissimulé sous la colonne de direction. Une caméra cachée s'alluma, son voyant rouge clignotant dans l'ombre. Une précaution, toujours. Même ici, loin des zones de guerre, Antoine savait que le danger ne prévient pas. Il l'avait appris dans le sable brûlant du Sahel, où un instant d'inattention coûtait la vie. Le moteur gronda, un ronronnement grave. Antoine boucla sa ceinture, ajusta le rétroviseur. Un soupir, léger, échappa ses lèvres. La fatigue du jour pesait sur ses épaules, mais il la chassa d'un battement de cils. La route était courte, familière. Un trajet vers sa maison en banlieue, où un vieux fauteuil en cuir et un verre de cognac l'attendaient. La radio diffusait un air de jazz, un saxophone languissant qui emplissait l'habitacle d'une mélancolie douce. Les pneus glissaient sur l'asphalte, chaque mètre avalé comme un fragment de mémoire. Des campagnes lointaines, des ordres donnés sous la mitraille, des visages disparus. Antoine restait silencieux, comme toujours. Mais sous ce calme, un instinct de guerrier veillait, affûté, prêt à bondir. La ville, endormie, défilait sous les lampadaires jaunes, les restaurants fermés, les vitrines sombres, les passants rares. Paris respirait lentement, comme une bête au repos. Puis, un éclat dans le rétroviseur. Deux petites lumières, rouges et bleues, scintillaient au loin. Une voiture de police, peut-être. Antoine ne changea pas de vitesse. Ses mains restèrent fermes sur le volant. Des décennies de service lui avaient appris à ne pas céder à la hâte. Il continua, le jazz en fond, son pouls régulier. Les lumières se rapprochèrent, insistantes, comme des yeux de prédateurs dans la nuit. Il sentit leur poids, leur intention. Ce n'était pas un hasard. Il actionna son clignotant, se gara sur le bas-côté. La perfection de ses gestes trahissait l'entraînement. Il éteignit la radio. Le silence envahit l'habitacle, lourd, électrique. Les phares de la voiture de police inondèrent l'arrière de sa Renault, projetant une lumière blanche, crue, presque aveuglante. Une silhouette émergea. Un homme jeune, grand, les épaules voûtées par une assurance mal placée. Jacques Morel, officier de police, s'approcha, la main près de son holster, le pas lourd, comme s'il écrasait le sol pour marquer son territoire. Jacques frappa à la vitre, un coup sec, autoritaire. Antoine baissa la fenêtre lentement,
ses mains visibles sur le volant. Pas un geste brusque, pas une faille. Permis et carte grise, aboya Jacques, la voix gonflée d'une autorité qu'il croyait absolue. Antoine hocha la tête, ouvrit son portefeuille avec des mouvements lents, mesurés. Il tendit les documents, son regard calme, presque distant. « Officier, puis-je connaître la raison de cet arrêt ?» demanda-t-il, sa voix grave, polie, mais ferme. Jacques ne répondit pas tout de suite. Il scrutait les papiers, les yeux plissés. Le nom, Antoine Dubois, semblait le narguer. Général Antoine Dubois. Une moue de mépris déforma son visage. « Général, hein ?» ricana-t-il, la voix dégoulinante de sarcasme. « Tu crois que je vais gober ça? Une voiture comme ça? Un type comme toi ?» Antoine ne répondit pas. Ses yeux, sombres et profonds, fixaient Jacques sans ciller. Ce regard, lourd comme une sentence, fit vaciller l'officier, mais il se ressaisit vite, drapé dans son arrogance. « Sors du véhicule, maintenant !» L'ordre claqua comme un fouet. Antoine déboucla sa ceinture, ouvrit la portière. Chaque mouvement était un modèle de discipline, comme s'il marchait sur un champ de mine. Il posa les mains sur le toit de la voiture, paumes ouvertes, doigts écartés. Jacques le fouilla, ses gants en latex râpant la peau d'Antoine avec une brutalité inutile. Des insultes murmurées, à peine audibles, accompagnaient chaque geste. « Tu te prends pour qui ?» grogna Jacques, son souffle chaud et aigre près de l'oreille d'Antoine. Rien, pas un mot, pas un frémissement. Antoine restait droit, immobile, son ombre s'étirant sous les phares comme une statue défiant la tempête. Jacques, frustré par ce silence, perdit patience. « Menottez-le » ordonna-t-il à un collègue invisible dans l'ombre. Les menottes claquèrent, froides, mordantes. Le métal entailla les poignets d'Antoine, mais il ne broncha pas. Ses yeux se fermèrent un instant, non par soumission, mais pour ravaler le mépris qui montait en lui. À quelques mètres, une jeune femme, Claire, observait depuis le trottoir. Journaliste indépendante, elle sortait d'un café voisin, son téléphone à la main. Intriguée par les gyrophares, elle s'était approchée, discrète. Quelque chose dans la scène la troubla. Cet homme, menotté, ne ressemblait pas à un criminel. Il y avait dans sa posture une dignité qui contrastait avec l'agressivité de l'officier. Claire activa la caméra de son téléphone, filmant en silence. Elle zooma sur le visage d'Antoine, sur ses yeux calmes, sur les menottes qui brillaient sous la lumière. Elle ne savait pas encore qui il était, mais son instinct lui criait que cette injustice ne passerait pas inaperçue. Jacques poussa Antoine vers la voiture de police, le forçant à s'asseoir à l'arrière. Le claquement de la portière résonna comme un couperet. Claire, cachée derrière un arbre, envoya la vidéo à un collègue d'un journal local. « Regarde ça! Vite !» Dans la voiture, Antoine restait immobile, les menottes pesant sur ses poignets comme des chaînes indignes. Jacques, au volant, jubilait. Il croyait avoir dompté une proie, un imposteur. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, cherchant un signe de faiblesse. Rien, juste ce regard, profond, insondable, qui semblait le juger sans un mot. Jacques ricana, mal à l'aise. « Général, hein, tu vas voir ce qu'on fait aux fraudeurs comme toi ?» Antoine ne répondit pas. Il connaissait ce jeu. Il l'avait vu dans des rapports, entendu dans des récits, des hommes jugés non pour leurs actes, mais pour leur apparence. Il pensa à une mission au Mali, des années plus tôt, un checkpoint sous un soleil écrasant, un jeune soldat accusé à tort par un officier colonial, humilié devant ses camarades. Antoine l'avait défendu, calmement, fermement. Ce souvenir renforça sa résolution. Ce n'était pas la première fois qu'il affrontait l'injustice. Ce ne serait pas la dernière. La voiture de police s'arrêta devant la gendarmerie, un bâtiment gris, trapu, aux fenêtres étroites. Jacques ouvrit la portière arrière, tira Antoine sans ménagement. « Avance !» grogna-t-il. Antoine marcha, tête haute, ses pas résonnant sur le trottoir. À l'intérieur, l'air sentait le café froid et la paperasse. Les officiers de garde levèrent les yeux, curieux, puis détournèrent le regard. L'un d'eux, Pierre, un policier d'une trentaine d'années, fronça les sourcils. Quelque chose clochait. Cet homme, menotté, n'avait pas l'air d'un délinquant.
Il y avait dans sa démarche une assurance, une gravité qui détonnait. Pierre voulut parler, mais un regard de Jacques le fit taire. Jacques jeta les papiers d'Antoine sur le bureau du sergent-chef Michel, un vétéran aux tempes grisonnantes. Un imposteur, déclara Jacques, la voix gonflée d'orgueil. Se fait passer pour un général. Tu parles d'une blague. Michel prit les documents, les examina. Le nom, Antoine Dubois, lui sembla familier. Il avait entendu parler d'un général décoré, un homme qui avait sauvé des vies dans des zones de guerre, qui avait prononcé un discours émouvant lors d'une cérémonie à l'Arc de Triomphe. Il leva les yeux vers Antoine, cherchant une confirmation. Antoine ne dit rien. Son regard, calme mais perçant, parlait pour lui. Michel libéré de ses menottes, Antoine entra dans la gendarmerie, chaque pas mesuré, comme s'il défiait le monde entier. Jacques, fier de son coup, fanfaronnait devant ses collègues. Un fraudeur, celui-là. Regardez-moi cette voiture de luxe. Riait-il, ignorant que chaque mot, chaque geste était capturé par la caméra cachée dans la Renault d'Antoine. Pierre, toujours silencieux, observait depuis le coin de la pièce. Il sentait une tempête venir, mais il ne pouvait pas encore la nommer. Antoine, poussé vers une cellule, ne protesta pas. Il s'assit sur un banc métallique, froid, inconfortable. Ses poignets portaient encore la marque des menottes. Il ferma les yeux, respira lentement. Il pensa à ses soldats, à ceux qu'il avait menés au combat. Il pensa à l'honneur, à la discipline. Ce n'était pas une cellule qui le briserait. Ce n'était pas Jacques Morel. Dehors, la vidéo de Claire commençait à circuler. Un murmure sur les réseaux sociaux. Quelques hashtags timides. Justice pour Antoine. Pache honneur bafoué. La vérité, patiente, attendait son heure. Antoine le savait. Il était prêt, comme toujours. L'air dans la gendarmerie était lourd, saturé d'une tension que personne n'osait nommer. Les néons crépitaient au-dessus des têtes, projetant une lumière crue sur les murs écaillés. Le silence, épais comme une chape de plomb, semblait étouffer chaque souffle. Général Antoine Dubois, assis sur le banc métallique de sa cellule, restait immobile. Ses mains, marquées par les menottes, reposaient sur ses cuisses. Son regard, fixe, semblait percer les murs, comme s'il voyait au-delà de cette cage de béton, au-delà de l'humiliation. Il ne parlait pas. Il n'en avait pas besoin. Sa présence, droite, imposante, parlait pour lui. Dehors, la nuit parisienne s'agitait. Les premières braises d'une tempête se formaient, invisibles encore, mais prêtes à embraser la ville. La vidéo de Claire, la jeune journaliste, circulait déjà sur les réseaux sociaux. Quelques vues au départ, puis des centaines, des milliers. Les hashtags prenaient une vie. Sache justice pour Antoine à honneur bafoué. Chaque partage était une étincelle, chaque commentaire un souffle attisant le feu. Dans le hall principal, Jacques Morel, l'officier arrogant, paradait. Il lançait des plaisanteries, frappait l'épaule de ses collègues, comme un chasseur exhibant son trophée. Un général, qu'il disait, ricanait-il, brandissant l'identité militaire d'Antoine comme une preuve de sa victoire. Regardez-moi ce fraudeur, une Renault de luxe, un costume trop propre pour un type comme lui. Oh mais, ces mots, trempés de mépris, résonnaient dans la pièce. Quelques officiers rirent, mal à l'aise, leurs regards fuyants. D'autres, comme Pierre, le jeune policier aux doutes grandissants, restaient silencieux. Pierre fixait le sol, ses doigts serrant nerveusement un stylo. Il avait vu les documents d'Antoine, le nom, les tampons, les codes, tout était authentique. Pourtant, il n'avait rien dit. Pas encore. La peur de contredire Jacques, son aîné, le paralysait. Mais une voix intérieure, ténue, murmurait « Et si tu avais tort? Et si cet homme était vraiment… » Le sergent-chef Michel, le vétéran aux tempes grisonnantes, feuilletait les papiers d'Antoine derrière le comptoir. Ses yeux, fatigués par des années de service, s'arrêtaient sur chaque détail. Le nom Antoine Dubois revenait sans cesse dans sa mémoire. Il l'avait entendu, il en était sûr. À la télévision, peut-être, lors d'une cérémonie à l'Hôtel des Invalides, ou dans un rapport militaire, après une opération au Sahel. Il leva les yeux vers la cellule où Antoine était enfermé. L'homme, assis là-bas, n'avait rien d'un imposteur. Sa posture, son calme, tout criait l'autorité. Michel posa les documents,
passa une main sur son front. « Jacques, dit-il, la voix basse mais ferme, tu es sûr de toi ?» Jacques haussa les épaules, un sourire narquois aux lèvres. « Sûr? Écoute, Michel, ce type est un menteur. Tu crois qu'un général se balade sans uniforme, sans escorte ?» Michel ne répondit pas. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Une erreur était en train de se produire. Une erreur qui pourrait tout changer. Dehors, la tempête prenait forme. Claire, la journaliste, s'était installée dans un café voisin, son ordinateur portable ouvert. Elle envoyait des messages frénétiques à ses contacts dans les rédactions parisiennes. Le Figaro, Le Monde, Libération. « Regardez cette vidéo. Un homme menotté sans raison. Il dit qu'il est général. Vérifiez. » Ses doigts tremblaient sur le clavier, mais sa détermination était d'acier. Elle avait filmé l'arrestation d'Antoine, chaque seconde de l'injustice. Le regard calme de cet homme, face à l'agressivité de Jacques, l'avait marquée. Elle savait qu'elle tenait quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait secouer la France. Sur Twitter, la vidéo explosait. Des étudiants partageaient, indignés. Des vétérans postaient des photos d'Antoine en uniforme, tirées d'archives militaires. C'est lui, général Dubois, héros du Mali. Les commentaires s'enflammaient. « Honte à la police! Comment ose-t-on traiter un général ainsi ?» Claire sentit son cœur s'accélérer. Elle n'était plus seule. Dans une petite salle de réunion au ministère de la Défense, le général Luc Martin, un vieil ami d'Antoine, reçut un appel. Son téléphone vibra sur la table en chaîne, interrompant une discussion sur la logistique des opérations en Afrique. Il décrocha, fronça les sourcils. « Quoi? Antoine Dubois, arrêté ?» Sa voix, d'ordinaire posée, tremblait de colère. Luc connaissait Antoine depuis 30 ans. Ils avaient partagé des tentes poussiéreuses, des nuits sans sommeil, des décisions où chaque mot pesait une vie. Antoine, l'homme qui avait risqué sa vie pour sauver une patrouille française piégée dans une embuscade au Mali. Antoine, qui avait refusé les honneurs politiques pour rester fidèle à ses soldats. Luc raccrocha, le visage fermé. Il composa un numéro d'urgence, celui d'une ligne directe avec le ministre. « Monsieur le ministre, nous avons un problème. Un général 4 étoiles est en cellule à Paris. Oui, Dubois. Je demande une intervention immédiate. » À la gendarmerie, l'atmosphère changeait. Les officiers, d'abord amusés par les fanfaronnades de Jacques, commençaient à murmurer. Une jeune policière, Sophie, jeta un œil à son téléphone. La vidéo de Claire tournait en boucle sur son fil d'actualité. Elle reconnut l'homme menotté. « C'est pas possible, » murmura-t-elle, montrant l'écran à Pierre. Celui-ci blêmit. « C'est lui, le type dans la cellule. » Sophie secoua la tête, incrédule. « Jacques, ça fait une connerie, une grosse connerie. » Pierre sentit son estomac se nouer. Il voulut parler, prévenir Michel, mais Jacques passa, à ce moment-là, son rire gras emplissant le couloir. « Alors, on admire mon travail ?» lança-t-il, ignorant l'orage qui se formait. Pierre serra les dents, incapable de répondre. Sophie, elle, rangea son téléphone, les yeux brillants de colère. Elle n'aimait pas Jacques, trop sûr de lui, trop prompte à juger. Mais elle n'osa rien dire, pas encore. Dehors, une foule commençait à se rassembler. Des passants, alertés par les réseaux sociaux, convergeaient vers la gendarmerie. Parmi eux, Amélie, une activiste des droits humains, tenait un mégaphone. Ses cheveux bouclés dansaient dans le vent froid. « Libérez le général Dubois !» cria-t-elle, sa voix portant jusqu'aux fenêtres du bâtiment. Des pancartes apparurent, griffonnées à la hâte. « Honneur à nos héros, non au racisme !» Les gyrophares des voitures de police, toujours garées devant, semblaient vaciller sous les cris. Amélie, habituée aux manifestations, sentait que celle-ci était différente. Ce n'était pas juste une colère passagère, c'était une indignation profonde, enracinée dans des décennies de frustration. Elle brandit son téléphone, diffusant la scène en direct sur Instagram. « Regardez !» lança-t-elle à ses abonnés. « Un héros de la France, menotté comme un criminel. » À l'intérieur, Antoine restait silencieux. Dans sa tête, il rédigeait une lettre, pas pour lui, mais pour ses soldats.
Mes camarades, écrivait-il mentalement, l'honneur ne se mesure pas aux médailles, mais à la façon dont nous affrontons l'injustice. Restez droit, même quand le monde vous pousse à plier. Il savait que cette nuit ne serait pas oubliée. Pas pour lui, pas pour la France. Chaque seconde dans cette cellule était un défi. Pas à Jacques, pas à la gendarmerie, mais à un système qui laissait des hommes comme lui être jugés pour leur apparence. Il pensa à son père, un immigré sénégalais qui avait travaillé comme ouvrier à Saint-Denis. « Tiens-toi droit, Antoine, lui disait-il. Peu importe ce qu'ils pensent de toi. » Ce souvenir le fit presque sourire. Il était droit, toujours. Jacques, inconscient de la tempête, continuait son numéro. Il s'approcha de la cellule, tapa sur les barreaux. « Alors, général, toujours fier ?» Antoine leva les yeux, lentement. Ce regard, froid, inébranlable, fit reculer Jacques d'un pas. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, pas de défi, juste une vérité brute, implacable. Jacques, mal à l'aise, se tourna vers Michel. « Tu vas le bouquer ou quoi ?» Michel, les lèvres pincées, secoua la tête. « Attends, Jacques, quelque chose ne va pas. » Il montra les documents. « Ces papiers, ils sont vrais. » Jacques éclata de rire, mais le son était forcé, nerveux. « Vrai? Tu plaisantes? Ce type est un escroc. » Michel ne répondit pas. Il sortit son téléphone, tapa le nom Antoine Dubois dans une base de données interne. Les résultats s'affichèrent. Médailles, opérations, discours, tout était là. Michel sentit son cœur s'arrêter. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Dans le hall, Sophie s'approcha de Pierre. « On doit faire quelque chose », chuchota-t-elle. Pierre hocha la tête, mais ses pieds restaient cloués au sol. Il voyait Jacques, toujours bruyant, toujours sûr de lui, mais il voyait aussi Antoine, immobile, digne, comme un roc face à la tempête. Pierre sentit la honte monter. Il avait laissé faire, il avait fermé les yeux. Sophie, plus décidée, envoya un message anonyme à un contact au ministère de l'Intérieur. « Vérifiez l'arrestation à la gendarmerie de la rue Saint-Jacques. C'est une erreur. » Elle ne signa pas. Pas encore. Mais elle savait que le vent tournait. Dehors, la foule grossissait. Amélie, infatigable, organisait les manifestants. Des vétérans en béret, des étudiants, des habitants du quartier. Tous unis par une même colère. « Libérez Dubois !» criait-il. Les médias arrivaient, les camionnettes de BFM TV et France 24 garées en hâte. Claire, toujours dans son café, vit son téléphone vibrer sans arrêt. Son rédacteur en chef l'appelait. « Claire, ton clip fait le tour du monde. On a un scoop. Publie un article, maintenant. » Elle tapa frénétiquement, décrivant la scène, la dignité d'Antoine, l'arrogance de Jacques. Elle ajouta une photo, prise à la volée. Antoine, menotté, mais droit, sous les phares. Cette image, elle le savait, resterait gravée. À la gendarmerie, Jacques sentit l'atmosphère changer. Les rires de ses collègues s'éteignaient. Les regards se faisaient lourds, accusateurs. Il s'approcha de Michel, agacé. « Quoi, tu crois ce type maintenant ?» Michel, sans un mot, lui tendit son téléphone. Une photo d'Antoine en uniforme, lors d'une cérémonie à l'Élysée. Jacques blêmit. « Impossible, » murmura-t-il. Mais le doute s'installait, comme un poison lent. Il revint vers la cellule, frappa encore sur les barreaux. « Tu penses que t'es intouchable, hein ?» Antoine ne répondit pas. Il se leva, lentement, sa silhouette emplissant l'espace. Jacques recula encore, son assurance craquelée. À cet instant, un grondement sourd résonna dehors. Des pneus crissèrent. Des sirènes hurlèrent, différentes, plus graves. Militaires. Luc Martin, au ministère, avait mobilisé une unité spéciale. Des véhicules blindés convergeaient vers la gendarmerie, leurs gyrophares rouges et bleus déchirant la nuit. À l'intérieur, les officiers se figèrent. Sophie courut à la fenêtre, vit les silhouettes en uniforme noir. « C'est le ministère de la Défense », murmura-t-elle, terrifiée mais excitée. Pierre, enfin, trouva sa voix. « Jacques, tu dois arrêter, tout de suite. » Jacques, le visage livide, secoua la tête. « Non, non, c'est rien.
Il bluffent, mais ses mains tremblaient. Michel, lui, prit les choses en main. Il ouvrit la porte de la cellule, s'adressa à Antoine. « Mon général, je suis désolé. » Antoine inclina la tête, sans un mot. Il savait que la tempête était là, et qu'elle ne s'arrêterait pas. Les phares des véhicules militaires trouaient de la nuit, projetant des faisceaux durs sur les murs de la gendarmerie. Les sirènes, graves et menaçantes, résonnaient comme un verdict. Une foule compacte s'était amassée devant le bâtiment, scandant des slogans, leurs voix se mêlant au grondement des moteurs. Les pancartes, brandies haut, dansaient sous les réverbères. Justice pour Dubois. Honneur à nos héros. À l'intérieur, le silence était assourdissant. Les officiers, figés, échangeaient des regards lourds. Jacques Morel, l'arrogance envolée, se tenait près du comptoir, ses mains serrant le bord du bureau comme pour se retenir de tomber. Ses lèvres tremblaient, cherchant des mots qui ne venaient pas. Le sergent-chef Michel, le visage fermé, fixait la porte d'entrée, attendant l'inévitable. Pierre, le jeune policier, triturait nerveusement son badge, ses yeux oscillant entre la cellule d'Antoine et la fenêtre où les lumières militaires clignotaient. Sophie, la jeune policière, murmurait à voix basse, presque pour elle-même. « C'est fini, tout est fini. » Tamni Kitinti. Antoine Dubois, toujours assis dans sa cellule, semblait indifférent au chaos qui enflait. Ses mains, marquées par les menottes, reposaient calmement sur ses genoux. Son regard, fixé sur un point invisible, était d'une sérénité presque surnaturelle. Il avait vu des champs de bataille, entendu le sifflement des balles, senti la terre trembler sous les explosions. Une cellule parisienne, un officier borné, une injustice de plus. Tout cela n'était qu'un grain de sable dans la tempête de sa vie. Pourtant, il savait que ce grain, insignifiant en apparence, pouvait renverser des montagnes. Il entendait les cris dehors, les sirènes, le tumulte. Il savait ce qu'ils signifiaient. La vérité, patiente comme une ombre, s'apprêtait à frapper. Dehors, Amélie, l'activiste aux cheveux bouclés, galvanisait la foule. Son mégaphone crachait des mots simples, puissants. « Nous sommes ici pour un homme qui a servi la France, un homme qu'on humilie pour sa couleur de peau. » Les manifestants rugissaient, leur voix montant comme une vague. Des vétérans, bérets vissés sur la tête, se tenaient au premier rang, leurs médailles scintillant sous les lampadaires. Une vieille femme, tenant une pancarte où était écrit « Honte à l'injustice », pleurait doucement, ses mains ridées serrant le carton. Les caméras des médias, alignées comme des sentinelles, captaient chaque instant. BFM TV, France 24, CNews, tous étaient là, leurs micros tendus vers Amélie, vers les manifestants, vers l'histoire qui se déroulait. Claire, la journaliste, observait depuis un coin de la foule, son carnet à la main. Elle griffonnait à toute vitesse, décrivant la colère, l'espoir, la dignité qui flottait dans l'air. Son article, déjà envoyé à son rédacteur en chef, s'intitulait « Un général menotté. La France face à ses démons ». Elle savait qu'il ferait la une. À l'intérieur, la porte de la gendarmerie s'ouvrit avec un grincement lourd. Une silhouette massive entra, suivie de 3 autres, toutes en uniforme noir, un signe militaire bien visible. Le général Luc Martin, ami d'Antoine, menait le groupe. Son visage, taillé dans le roc, trahissait une colère contenue. Ses yeux balayèrent de la pièce, s'arrêtant sur Jacques, qui recula instinctivement. « Où est le général Dubois ?» demanda Luc, sa voix tranchante comme une lame. Michel, le sergent-chef, s'avança, les mains levées en signe d'apaisement. « Mon général, il est là, dans la cellule. Je crois qu'il y a eu une erreur. » Luc ne répondit pas. Il marcha vers la cellule, ses bottes claquant sur le sol. Jacques, paniqué, tenta de s'interposer. « Attendez, c'est moi qui… » Luc le coupa d'un regard, un regard qui aurait pu geler le soleil. « Vous, taisez-vous. » Michel ouvrit la cellule, les clés tremblant dans sa main. Antoine se leva lentement, son manteau froissé, mais sa posture intacte. Il croisa le regard de Luc,
et un léger hochement de tête passa entre eux, un salut muet, forgé par des décennies de camaraderie. « Antoine, » dit Luc, la voix adoucie, « on te sort de là. » Antoine ne sourit pas. Il n'en avait pas besoin. Il ajusta son col, ramassa sa mallette, laissée dans un coin par Jacques, et marcha vers la sortie. Chaque pas était une déclaration, chaque regard, un défi. Jacques, immobile, sentit le sol se dérober sous lui. « Général, je ne savais pas, » bégaya-t-il. Antoine s'arrêta, tourna la tête. « Vous saviez assez pour me menotter, » dit-il, sa voix basse, presque un murmure, mais d'une intensité qui fit frissonner la pièce. Puis il reprit sa marche, suivi de Luc et des officiers. Dehors, la foule explosa en cris de joie. Les pancartes s'agitèrent, les téléphones filmèrent, les flashs des caméras illuminèrent de la nuit. Antoine apparut sur le perron, droit, inébranlable. Les vétérans saluèrent, leurs mains portées au front avec respect. Amélie, dans la foule, sentit les larmes monter. Elle brandit son mégaphone. « Général Dubois, la France est avec vous !» La clameur redoubla, comme un raz de marée. Antoine leva une main, un geste simple, apaisant. Il ne parla pas. Il n'aimait pas les discours inutiles. Mais son silence était plus éloquent que 1000 mots. Claire, dans la foule, prit une photo. Antoine, encadré par les militaires, face à une mer de visages. Cette image, elle le savait, deviendrait un symbole. À l'intérieur, Jacques s'effondra sur une chaise, le visage blême. Les officiers autour de lui évitaient de son regard. Sophie, enfin libérée de son silence, s'approcha de Michel. « Il faut qu'il paye pour ça, » murmura-t-elle. Michel hocha la tête, les lèvres pincées. « Il paiera. » Pierre, lui, prit une décision. Il sortit son téléphone, envoya un message à un inspecteur interne. « Je veux témoigner. L'arrestation de Dubois était une erreur. J'ai vu Jacques agir. » Il envoya le message, le cœur battant. Il savait que sa carrière pourrait en pâtir, mais il ne pouvait plus se taire. Pas après avoir vu Antoine, pas après avoir entendu la foule. Dans les heures qui suivirent, la vidéo de Claire devint un phénomène mondial. Partagée des millions de fois, elle atteignit les rédactions de Londres, New York, Tokyo. Les hashtags se multiplièrent. Libérer Dubois, justice pour tous. À Paris, les manifestations ne faiblissaient pas. Des intellectuels, des politiciens, des artistes prirent de la parole. Une sénatrice, connue pour son franc-parler, tweeta « L'injustice faite au général Dubois est une tache sur la République. Nous devons changer. » Les plateaux télévisés nanguent et débattaient, les micros s'agitaient, les caméras tournaient. Jacques Morel, désormais seul dans le hall de la gendarmerie, regardait les écrans où son nom apparaissait en boucle, associé à des mots comme scandale et racisme. Il tenta de s'expliquer à un journaliste, bafouillant des excuses maladroites, mais le micro fut coupé. Personne ne voulait l'entendre. Pas ce soir. Dehors, la foule scandait toujours, mais les cris s'étaient transformés en chants, en poèmes improvisés. Une vieille chanson militaire, le chant des partisans, s'éleva, porté par les voix rauques des vétérans. Antoine, dans la voiture blindée qui l'emmenait, écoutait en silence. Il ne triomphait pas. Il ne cherchait pas la gloire, mais il savait que cette nuit marquerait un tournant. Le lendemain, Claire publia son article. Il fut lu dans tout le pays, partagé, commenté. Elle reçut un appel de son rédacteur en chef. « Claire, tu es nommée pour un prix. Ton travail a changé les choses. » Elle sourit, mais son regard restait fixé sur son écran, où la photo d'Antoine, libre, digne, trônait. À Montmartre, un artiste anonyme peignit une fresque. Antoine, silhouette noire contre un fond rouge et bleu, les couleurs de la France. Au-dessous, une phrase. L'honneur ne se menotte pas. La fresque devint un lieu de pèlerinage, un symbole d'espoir. Antoine, de retour chez lui, s'assit dans son vieux fauteuil en cuir. Il ouvrit sa mallette, en sortit un carnet. Il écrivit une seule ligne. La vérité est une arme. Elle ne tue pas, mais elle libère. Puis il referma le carnet, posa son verre de cognac et ferma les yeux. La tempête était passée. Mais la France, elle, ne serait plus jamais la même.
L'histoire du général Antoine Dubois, telle qu'elle se déroule dans La Vérité inébranlable, est bien plus qu'un simple récit d'injustice et de rédemption. C'est une parabole moderne, ancrée dans les valeurs françaises de dignité, d'honneur et de justice, qui résonne profondément avec les défis de notre société contemporaine. À travers les 3 chapitres, nous suivons un homme confronté à l'arbitraire, à la suspicion et au mépris, mais qui, par sa résilience et sa retenue, transforme une épreuve personnelle en un symbole collectif de résistance. Cette histoire, tissée dans la culture française, avec ses références à l'honneur militaire, à la solidarité citoyenne et à la quête de vérité, offre des leçons précieuses, applicables à nos vies quotidiennes. En tant que spectateurs de ce drame, nous sommes invités à réfléchir à nos propres valeurs, à nos actions face à l'injustice et à notre rôle dans une société qui aspire à l'égalité. Une dignité inébranlable face à l'adversité. Le premier enseignement de l'histoire d'Antoine Dubois est celui de la dignité. Face à l'arrogance de Jacques Morel, face aux menottes qui entaillent ses poignets, Antoine reste calme, presque imperturbable. Ce n'est pas une passivité, mais une force intérieure, forgée par des années de discipline militaire et de confrontation avec des épreuves bien plus grandes. Dans la culture française, où l'honneur et la retenue sont des vertus cardinales, Antoine incarne une figure presque stoïcienne. Il nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans la colère ou la révolte bruyante, mais dans la capacité à rester fidèle à soi-même, même dans l'humiliation. Dans nos vies, nous faisons tous face à des moments où nous sommes jugés, mal compris ou confrontés à des injustices, petites ou grandes. Que ce soit une remarque désobligeante au travail, un malentendu avec un proche, ou une discrimination plus insidieuse, la tentation de répondre par la colère est forte. Mais Antoine nous enseigne une autre voie. Garder la tête haute, répondre par des actes plutôt que par des mots, et laisser la vérité parler pour nous. Cela demande une discipline intérieure, une foi en ses propres valeurs. En appliquant cette leçon, nous pouvons transformer des moments de conflit en opportunités de montrer notre intégrité, la puissance de la solidarité. Le deuxième chapitre, avec l'émergence de la foule, d'Amélie l'activiste et de Claire la journaliste, met en lumière une autre valeur fondamentale de la culture française, la solidarité. La France, terre de révolution et de manifestation, a une longue histoire de citoyens qui se lèvent pour défendre ce qui est juste. Lorsque la vidéo de l'arrestation d'Antoine devient virale, ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui est racontée, mais celle d'une société qui refuse de rester silencieuse. Amélie, avec son mégaphone, incarne l'esprit des Gilets jaunes ou des grandes grèves parisiennes, où la voix du peuple devient une force de changement. Claire, avec son courage discret, rappelle le rôle crucial des journalistes, gardiens de la vérité dans une démocratie. Cette solidarité nous invite à réfléchir à notre propre rôle dans la communauté. Combien de fois avons-nous vu une injustice et choisi de détourner le regard, par peur ou par confort? L'histoire nous montre que le changement commence par des gestes simples, une vidéo partagée, un cri dans la foule, un message envoyé à un supérieur. Dans nos vies, cela peut se traduire par des actions concrètes. Soutenir un collègue victime d'une injustice, signaler un comportement inapproprié ou simplement écouter ceux qui sont marginalisés. La solidarité, comme le montre l'histoire, n'est pas un acte isolé, mais une chaîne humaine qui amplifie la voix des opprimés. Le courage de dire la vérité. Le troisième chapitre, avec la confrontation finale et la libération d'Antoine, met en avant le courage de ceux qui osent dire la vérité, même au prix de sacrifices personnels. Pierre, le jeune policier, incarne cette lutte intérieure. Hésitant au départ, rongé par la peur de contredire Jacques, il finit par choisir de témoigner. Ce choix, difficile, rappelle les dilemmes éthiques auxquels nous sommes tous confrontés. Dans la culture française, où la République repose sur des idéaux de justice et de transparence, prendre la parole contre l'injustice est un acte de citoyenneté. Pierre, en brisant son silence, devient un héros discret, tout comme Antoine est un héros stoïque.
Cette leçon est particulièrement pertinente dans un monde où la vérité est parfois noyée sous le bruit des réseaux sociaux ou des préjugés. Dire la vérité, c'est assumer le risque d'être incompris, critiqué, voire puni. Mais c'est aussi un acte de liberté. Dans nos vies, cela peut signifier dénoncer une injustice au travail, défendre un principe dans une discussion ou simplement refuser de fermer les yeux face à une erreur. Le courage de Pierre nous rappelle que chaque voix compte et que la vérité, même dite doucement, a le pouvoir de changer le cours des choses. Une réflexion sur la justice et l'égalité. Au-delà des personnages, l'histoire d'Antoine Dubois est un miroir tendu à la société française. Elle interroge les préjugés qui persistent, même dans une nation qui proclame liberté, égalité, fraternité. Jacques Morel, avec son mépris et ses jugements hâtifs, représente une faille dans ce système, celle des stéréotypes qui jugent avant de comprendre. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la condamnation de Jacques. Elle montre aussi la capacité de la société à se corriger à travers la mobilisation citoyenne, les médias et les institutions. C'est une leçon d'espoir. Même dans un système imparfait, la justice peut triompher si chacun joue son rôle. Cette réflexion nous pousse à examiner nos propres préjugés. Qui jugeons-nous trop vite? Quelles idées préconçues nous empêchent de voir la vérité? En France, où les débats sur l'identité et l'égalité sont vifs, cette histoire nous rappelle que l'égalité n'est pas qu'un slogan, mais un combat quotidien. Nous pouvons l'appliquer en écoutant davantage, en questionnant nos réflexes, en donnant une chance à ceux que nous ne comprenons pas immédiatement. La vérité inébranlable n'est pas seulement une histoire à écouter, mais un appel à agir. Elle nous rappelle que l'honneur, la solidarité et la vérité sont des piliers qui ne doivent jamais vaciller. Dans nos vies, nous pouvons incarner ces valeurs en restant dignes face à l'adversité, en soutenant ceux qui souffrent et en osant dire la vérité, même quand elle dérange. Cette histoire est un cri pour une France plus juste, plus unie, plus fidèle à ses idéaux. Alors, si cette histoire vous a touché, agissez à votre tour. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien à la justice. Partagez-la pour que le message d'Antoine Dubois atteigne chaque coin de la France et au-delà. Inscrivez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires qui inspirent et qui changent le monde. Et enfin, laissez un commentaire. Dites-nous ce que cette histoire vous a appris, comment elle vous a inspiré à agir dans votre propre vie. Ensemble, faisons de la vérité une force inébranlable.